Ok, je vais commencer par vous remercier de m'offrir l'opportunité de présenter mes travaux. J'ai réalisé ces travaux pendant ma thèse, donc dans le groupe de Sylvain Gigant au LKB et aussi dans le groupe de Laurent Bourdieu à l'ES. Et je vais vous présenter aujourd'hui des techniques qu'on appelle de façonnage de front d'onde qu'on utilise pour refocaliser la lumière diffusée et comment ces techniques combinées à des corrélations vont nous permettre de faire des images. Et l'application finale que je vais vous présenter sera pour l'imagerie à travers le crâne de souris, pour l'imagerie de photo. Donc pour commencer, quand on veut imager un milieu en volume, on a une propriété importante de notre système optique qui est le sectionnement optique. Donc, si on veut imager de la fluorescence, la présentation sera autour de l'imagerie de fluorescence, on veut imager un plan. Donc, si on n'a pas de fluorescence en dehors du focus, on a une image très contrastée. Maintenant, si on a un échantillon en volume, la fluorescence va pouvoir être émise en dehors de notre plan d'intérêt et va venir brouiller notre image. Et on voit très vite que si on va aller en très grande profondeur, on va avoir énormément de fluorescence émise en dehors du volume et on va avoir à la fin une image, plus d'image, juste un halo de fluorescence. Donc, il existe plusieurs techniques pour ce qu'on appelle faire du sectionnement optique, donc juste récupérer l'information du plan d'intérêt. Donc, on peut imaginer un microscope confocal qui, avec un pinhole, va rejeter la fluorescence émise hors du focus. On peut imaginer utiliser des feuilles de lumière, donc ce qu'on appelle le light sheet microscopy, pour seulement exciter la fluorescence dans notre plan d'intérêt. Et sur quoi je m'intéresse aujourd'hui, c'est l'utilisation de la microscopie à deux photons. Donc, fluorescence classique, on absorbe un photon et on en remet un autre. Fluorescence à deux photons, donc c'est un phénomène non linéaire dans lequel on absorbe deux photons à longueur d'onde plus élevée pour ensuite émettre de la fluorescence. Donc, comme c'est un phénomène non linéaire, il faut des fortes densités de photons pour le réaliser. Et dans ce cas-là, on utilise des lasers pulsés. Donc, on va focaliser la lumière spatialement et temporalement. Donc, si on regarde cette petite image d'excitation de fluorescence, donc la fluorescence linéaire, on va exciter de la fluorescence partout, on ne va pas avoir de sectionnement optique. Et la fluorescence à deux photons, où on focalise notre faisceau d'excitation pulsé ici, on va juste créer la fluorescence en notre plan d'intérêt. Et dans cette situation-là, si on veut faire de l'imagerie, on n'a plus qu'à scanner notre focus sur notre échantillon, pour chaque point, collecter la fluorescence et après coup, reformer une image. Jusque-là, ici, tout se passe bien tant que nos échantillons sont transparents. Mais c'est au final rarement le cas pour les tissus biologiques et la lumière va être diffusée par le tissu lui-même. Donc, si on regarde ici juste un petit schéma d'un faisceau qui se propage dans un milieu diffusant, donc les petits ronds correspondent à des diffuseurs. Et à chaque fois que la lumière va interagir avec un diffuseur, donc une partie de la lumière va être diffusée dans diverses directions et une partie de la lumière qu'on dit balistique va continuer à se propager tout le long. Donc, nous, pour faire de l'imagerie, on utilise les photons balistiques dont au final, on connaît la direction, l'origine, pour former des images. Donc, à cause de la diffusion, on va perdre ces photons balistiques, on a une décroissance exponentielle de ces photons. Et la longueur caractéristique de cette décroissance exponentielle, qu'on appelle le scattering mean free path, donc j'ai oublié le nom en français, je suis désolé, qui donne qui est au final la distance moyenne entre deux événements de diffusion. Et donc, à cause de cette décroissance exponentielle, on ne va pas pouvoir imager à grande profondeur. Donc, typiquement, si j'envoie, donc ça c'est le premier cas, donc les photons balistiques vont diminuer exponentiellement et les photons diffusés vont former un halo. Maintenant, si on a des faisceaux cohérents, donc, comme on utilise en microscopie à deux photons, ces photons diffusés vont pouvoir interférer entre eux et vont former ces figures complexes d'interférence qu'on appelle un speckle. Donc, dans ce cas-là, on a ici, on voit donc, au centre l'intensité balistique qui diminue et en background, cette figure d'interférence complexe apparaître. Donc, on peut regarder un peu plus en détail. Donc, si on regarde un grain sombre de cette figure d'interférence,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les différents chemins optiques que les photons vont utiliser, vont se propager dans le milieu et se recombiner ici, vont en moyenne avoir des phases qui interfèrent destructivement. Et de manière analogique, donc si on a un point brillant, ça veut dire que les photons qui se recombinent ici vont avoir une phase qui fait que l'interférence est essentiellement constructive. Donc si on vient à la microscopie à deux photons, qu'est-ce qui se passe? Comme on a une décroissance exponentielle de nos photons balistiques, pour avoir une image, on va devoir augmenter la puissance. En augmentant la puissance, ça veut dire qu'on va augmenter la puissance à la surface de l'échantillon et ça va commencer à générer de la fluorescence. Et donc, en grande profondeur, pour avoir des images, en augmentant la puissance, on va avoir de plus en plus de background de fluorescence. Donc, au final, on va commencer à perdre notre sectionnement optique. Et donc, juste ici, un exemple. Donc, on va dire à moyenne profondeur, on arrive parfaitement à reconstruire notre image de fluorescence. Donc, ici, c'est des réseaux sanguins dans lesquels ont été injectés des marqueurs fluorescents. Et à plus grande profondeur, à cause de cette fluorescence émise hors du focus, on va être de moins en moins capable de former des images. Donc ça, c'est une première situation. Donc, on peut aussi imaginer une deuxième situation où on n'a aucune fluorescence en surface. Donc dans ce cas-là, on peut imaginer à plus grande profondeur, mais encore à cause de la décroissance exponentielle des photons balistiques, donc ce focus au centre, à partir d'une certaine profondeur, on va plus être capable de former des images à grande résolution. Donc finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser autre chose que les photons balistiques pour former des images résolues en grande profondeur? Et la réponse est oui, on peut utiliser donc, ce qu'on appelle les techniques de façonnage de fond d'onde, que je vais vous expliquer ici. Donc, je reviens à un schéma classique. Donc, si on envoie une onde à travers un milieu diffusant, donc la lumière va se propager, elle va se recombiner donc, soit en sortie, soit au milieu, à l'intérieur du milieu diffusant, et former cette figure d'interférence complexe. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut utiliser des modulateurs spatiaux de lumière qui vont pouvoir localement contrôler la phase de l'onde incidente. Et si on arrive à créer un front d'onde, on peut créer des fronts d'onde qui vont faire en sorte que l'onde, que certains chemins optiques que la lumière emprunte interfèrent constructivement en sortie ou à l'intérieur du milieu. Et je vais vous expliquer un peu plus tard une des techniques pour réaliser cela. Donc maintenant, on a un focus. On peut quantifier l'efficacité de ce process, donc ce process qu'on appelle wavefront shaping ou façonnage de front d'onde en français. Et on peut quantifier donc, notre capacité de focaliser avec le gain, le enhancement, qui est le ratio de l'intensité du focus sur l'intensité moyenne du spectre. Et ce ratio-là est proportionnel au nombre de pixels de SLM qu'on utilise. Donc, typiquement, on utilise des dispositifs avec quelques milliers de macropixels. Donc, maintenant qu'on est capable de former un focus, on veut former une image, et pour ça, on va exploiter l'effet mémoire, donc soit angulaire, soit angulaire et translationnel. Donc, ici, c'est un exemple dans des systèmes d'imagerie à deux photons à travers un crâne, où, avant focalisation, on va former une image où on voit en fait pas grand-chose, on voit quelque chose de très peu résolu avec très peu de contraste. On va pouvoir, dans ce cas-là, ils ont focalisé en un point ici. Ils ont ensuite scanné dans l'effet mémoire pour former une image à deux photons. Et au final, la zone dans laquelle on peut scanner donc, va être contraint par l'effet mémoire angulaire. Et on peut montrer que l'amplitude de focalisation, quand on scanne notre focus, est proportionnelle à la fonction de corrélation angulaire. Donc, on va exploiter cet effet mémoire. Et il y a une deuxième corrélation qu'on doit prendre en compte qui est les corrélations temporelles. Dans ce cas-là, on va vraiment s'en servir, mais on va plutôt se battre contre elle. Donc, ce qui va se passer, c'est dans les tissus biologiques,
les diffuseurs vont se déplacer au cours du temps. Ce qui veut dire que le déphasage que les différents chemins optiques accumulent au cours de la propagation vont changer au cours du temps. Et au final, ce qui veut dire que la figure de speckle en sortie va évoluer au cours du temps. Donc, pour nous, ça a deux implications. Ça veut dire que, un, on va devoir réaliser donc, ces techniques de wavefront shaping avant que le milieu ait décorrélé. Et deux, après avoir réalisé ces techniques de wavefront shaping, donc le focus qu'on va obtenir va décroître au cours du temps. Ce qui va nous dire qu'on a un temps limité pour faire notre image. Donc, comment on va pouvoir jouer autour de ça? Donc, ce que j'ai développé pendant ma thèse, c'est des systèmes rapides de façonnage de front d'onde que je vais vous présenter, qui sont suffisamment rapides pour focaliser dans des milieux dynamiques, type échantillon biologique, et qui sont deux aussi suffisamment rapides pour pouvoir updater la correction pendant qu'on scanne une image. Et avec ça, en fait, on va pouvoir imager différents effets mémoire les uns après les autres. Donc, je vais vous présenter ici donc, les premières techniques pour faire du façonnage de front d'onde. Donc, comment ça se passe? On a un modulateur spatial de lumière. Donc, dans notre cas, c'est un MEMS de Boston Micro Machine qui a 1000 pixels en entrée et qui est capable de déphaser à une cadence de 10 kHz. Et comme je viens de vous l'expliquer, la vitesse est extrêmement importante. Donc, le front d'onde modulé va être ensuite focalisé dans un milieu diffusant et on va imager un plan de sortie dans une caméra. Et dans ce cas-là, on va voir cette figure de spectre que je vous l'ai présentée. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est déphaser un pixel entre 0 et 2 pi ou un groupe de pixels entre 0 et 2 pi et enregistrer l'intensité d'un grain de spectre. Et dans cette expérience-là, on utilise un PMT qui collecte un grain de spectre. Donc, si on fait ça, on va avoir une modulation sinusoïdale de notre intensité. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mesurer la phase qui maximise l'intensité et l'imposer à ce pixel. Et comme je vous l'ai dit précédemment, donc, la vitesse est extrêmement importante. Et dans ce cas-là, on a utilisé une électronique FPGA pour faire des acquisitions rapides et un contrôle avec le moins de latence possible sur la position du pixel. Donc, quand on a fixé la position du pixel, on va pouvoir faire la même chose pour tous les pixels ou tous les groupes de pixels de notre SLM de manière itérative. Et donc, itérativement, on va créer une interférence constructive à notre point cible. Et donc, si on regarde l'intensité de notre cible, typiquement au début, on a une intensité qui est dans la valeur moyenne du speckle. On voit aussi ici nos modulations où on apprend nos valeurs et itérativement, on augmente l'intensité de notre. Et dans ce cas-là, on forme un focus avec un gain de 200 qui est du coup proportionnel aux 1000 pixels, enfin, qui est dans la gamme de valeurs qu'on peut obtenir avec un modulateur de phase avec 1000 pixels. Cette expérience que je vous ai présentée ici, donc, on était dans un cas qui est un peu loin de l'imagerie. Ça veut dire qu'on avait accès au plan de sortie et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut pour la microscopie. Et donc, on peut modifier la manière dont on fait le feedback. Il existe plusieurs méthodes pour focaliser en épidétection. Et la méthode qu'on va utiliser par la suite, c'est d'optimiser de la fluorescence non linéaire. Donc, dans ce cas-là, on a le même système. On collecte la fluorescence non linéaire rétropropagée et on va pouvoir focaliser et faire tourner le même algorithme. Et pourquoi on va pouvoir focaliser? Parce que on va créer plus de fluorescence non linéaire quand on a un focus par rapport au fait qu'on ait un speckle. Et ça parce que c'est un processus non linéaire. Donc ensuite, on peut regarder ce qui se passe quand on focalise à travers des milieux dynamiques. Donc, pour cela, on a synthétisé donc, des échantillons diffusants dynamiques. Donc ici, une solution colloïdale de TiO2 dans du glycérol. Et on a
en jouant sur la température, on peut jouer sur la viscosité du glycérol, et donc on peut jouer sur les temps caractéristiques de décorrélation de ce genre de milieu. Donc typiquement, si on focalise à travers ce type d'échantillon, donc on va avoir, ici au début, on voit notre speckle évoluer au cours du temps, parce que c'est un speckle dynamique. On va pouvoir lancer notre optimisation et atteindre un gain donné. Et ensuite, quand on arrête notre optimisation, on va voir l'intensité décroître au cours du temps, due encore à la décorrélation du temps. Donc la première chose qu'on peut regarder, c'est quel est le gain qu'on obtient en focalisant à travers des milieux avec des dynamiques différentes. Donc, en bas, ici, c'est les temps caractéristiques de décorrélation de ce type de milieu. Et ici, c'est le type de gain qu'on obtient. Et en fait, on obtient une relation assez simple qui est le gain qu'on obtient, en fait, qui est toujours proportionnel au nombre de pixels qu'on utilise. Et en fait, dans ce cas-là, le nombre de pixels est donné par typiquement le temps de décorrélation du milieu divisé par le temps qu'on met à optimiser un pixel. Et on obtient ici une relation linéaire. Donc, même pour des milieux qui décorrèlent relativement rapidement, donc centaines de millisecondes, c'est ce à quoi on peut s'attendre dans les milieux biologiques, où on est capable, par du façonnage de front d'onde, de focaliser avec des gains non négligeables. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est scanner ce focus. Et donc, dans ce cas-là, on va regarder à quelle vitesse décroît notre focus. Donc, pour cette situation-là, je vais faire deux exemples relativement simples. Donc, ici, on a un front d'onde, on a réussi à focaliser à travers notre milieu et on a un milieu dynamique. Dans ce cas-là, on va considérer qu'on a un milieu relativement homogène. Et ce que je veux dire par là, c'est que les différents chemins que la lumière emprunte dans les milieux vont voir leur phase changer avec des temps de corrélation relativement similaires. Et donc, si je focalise à travers ces milieux-là et que je regarde à quelle vitesse décroît mon focus, donc ici la valeur f, et que je compare à la fonction de corrélation, on va avoir des choses proportionnelles. Donc ici, les deux valeurs ont été normalisées. Maintenant, si je prends des échantillons un peu plus compliqués, donc comme ce qu'on peut trouver dans des milieux biologiques, où on va avoir des chemins avec des temps de décorrélation qui peuvent être très différents. Et on peut imaginer, par exemple, avoir un vaisseau sanguin qui traverse notre tissu et la propagation du sang va faire vibrer les tissus autour, ce qui veut faire que les chemins optiques qui passent autour de ce vaisseau sanguin vont décorréler beaucoup plus rapidement que le reste. Donc, d'abord, si on regarde notre fonction de corrélation, donc ici en rouge, on va voir une décorrélation d'abord extrêmement rapide et ensuite des décorrélations plus lentes qui vont être dues au tissu autour. Donc, à noter ici, j'ai pris l'exemple d'un vaisseau sanguin, mais ça peut être des tissus, différents types de tissus qui ont des dynamiques différentes. Et c'est plutôt le cas pour ces expériences. Donc maintenant, si on focalise à travers ce genre de tissu, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va focaliser donc, les différents chemins optiques, et les chemins optiques qui décorrèlent rapidement, en fait, vont être perdus pendant l'optimisation itérative. Et donc, à la fin de l'optimisation itérative, il va plus vraisemblablement nous rester des chemins optiques qui décorrèlent plus lentement et qui interfèrent au focus. Et c'est ce qu'on observe en expérience. Donc, si on regarde en moyenne à quelle vitesse décroît notre focus, donc on voit qu'on est au-dessus de notre fonction de décorrélation. Et si on regarde nos cas extrêmes, donc on a des cas où on retrouve, donc ici en bleu un peu plus foncé, qui suit donc notre fonction de décorrélation temporelle. On a des cas où on arrive à seulement optimiser des chemins optiques qui décorrèlent extrêmement lentement. Donc finalement, le message que je veux faire passer ici, c'est qu'on peut adapter la vitesse à laquelle on fait notre optimisation pour essayer de favoriser des chemins optiques qui décorrèlent lentement. Et donc, ce qui veut dire avec ces chemins optiques, on aura plus de temps pour faire de l'image. Donc, dans cette première partie, je vous ai montré en fait comment focaliser et qu'on est aussi à la fois capable de focaliser rapidement à travers des milieux diffusants. Et dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment on peut faire des images. Donc, j'ai réalisé cette deuxième partie donc, plutôt dans le groupe de Laurent Bourdieu avec le microscope à 2 photons
développé par Walter. Donc, dans ce cas-là, pour moduler notre front d'onde, on a utilisé une technologie légèrement différente. On a utilisé des déflecteurs acousto-optiques. Donc, pour rappel, les déflecteurs acousto-optiques, c'est des cristaux non linéaires dans lesquels on envoie une onde acoustique. Donc, par effet non linéaire, cette onde acoustique va générer un réseau. Et si on envoie une onde à une fréquence centrale, on va créer un réseau avec un pas donné et on va pouvoir dévier notre vaisseau. Donc, initialement, ces dispositifs sont utilisés pour faire du scan rapide de focus sur des échantillons. Donc, dans notre cas, on va faire des choses un peu plus complexes, et on va moduler au cours du temps la fréquence de l'onde acoustique. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, localement, on va avoir des réseaux, et chaque réseau va localement dévier le faisceau dans une direction différente. Et typiquement, on a ce genre de relation entre la phase qu'on obtient et la fréquence qu'on applique. Ensuite, pour avoir un pattern de phase déterministique, on va synchroniser l'écriture d'un nouveau pattern acoustique avec l'arrivée d'un pulse laser. Et donc, typiquement, dans cette expérience, avec un laser à bateau de répétition, donc à 40 kHz, on va pouvoir créer un système qui est capable de moduler la phase extrêmement rapide. Donc, pour chaque pulse, finalement, on est capable d'écrire un pattern de phase différent. Et on va pouvoir s'en servir, pour scanner, donc imposer des tilts, mais aussi du défocus pour faire de l'imagerie 3D. Et on va aussi pouvoir générer des modes dont on va servir pour faire du façonnage de front. Et on va faire, comme je vous l'ai présenté précédemment, une optimisation itérative sur ces modes pour maximiser la fluorescence à 2 photons et ainsi générer un focus à l'intérieur des milieux diffusés. Donc, voici juste une expérience. Donc, dans ce cas-là, on a pris des grains de pollen qu'on a cachés derrière du parafilm et on a fait de l'imagerie à 2 photons. Donc, si on fait une première image, on obtient une image peu résolue et avec un peu moins de contraste du pollen. On peut ensuite choisir dans cette image une position cible, faire tourner notre optimisation itérative et donc, ainsi générer un focus et ensuite utiliser ce focus pour refaire une image. Et on obtient typiquement ce genre d'image. Donc, encore une fois, on voit que dans une faible zone, on est capable de retrouver la haute résolution. Et donc, on a mis aussi, donc ici c'est une expérience de principe, donc on a pu mettre une caméra en sortie pour imager en fait à quoi ressemble notre focus. Donc, avant focalisation, on a une figure de speckle, et après focalisation, on a par-dessus une figure de speckle, un focus intense. Et avec ce focus intense, on arrive dans une zone de données, donc donnée par l'effet mémoire, à faire une image. Donc, jusqu'ici, tout va bien, mais si on veut imager des échantillons, donc, cette zone d'une dizaine de microns est insuffisante. Et donc, ce qu'on a fait pour augmenter cette zone, c'est on a essayé d'appliquer une stratégie qu'on appelle de random access pour améliorer en fait les zones accessibles. Donc, en imagerie classique, donc, si on veut former une image en scannant en focus, on va d'abord penser à scanner notre point sur l'intégralité de notre échantillon et ainsi faire notre image. Cependant, cette approche peut être lente. Donc, ce qu'ont développé les chercheurs, c'est des techniques dites de random access où le focus, donc une première image est faite, des points d'intérêt sont désignés et seulement ces points d'intérêt sont ensuite imagés extrêmement rapidement les uns après les autres. Et donc, nous, on va essayer de mettre en place une approche similaire pour le façonnage de front d'onde. Donc, on va faire une première image, définir des zones d'intérêt, et ensuite, on va, pour chaque zone d'intérêt, apprendre, faire notre optimisation itérative du front d'onde pour pouvoir focaliser. Et ensuite, dans chacune de ces zones, on va scanner. Et notre dispositif que je viens de vous présenter est extrêmement pertinent pour faire ce genre d'image parce qu'il est capable, pour chaque pulse individuel, d'imposer un masque de phase différent.
Donc, voici donc juste une illustration sur des billes fluorescentes. Donc, dans ce cas-là, on a caché des billes fluorescentes derrière du parafilm, donc, qui mimique notre milieu diffusant. Donc, si on fait une première image, on obtient ce genre d'image fortement aberrée, voire diffusée de notre échantillon. Dans un premier cas, on peut faire la même expérience qu'avant, donc apprendre à focaliser dans cette zone-là, et ensuite scanner pour conformer une image. Donc, c'est le genre d'image qu'on obtient. Donc, encore ici, on voit qu'on est seulement capable de corriger dans une zone limitée, donc donnée par l'effet mémoire. Et ce qu'on peut faire, et ce que je viens de vous expliquer avant, c'est qu'on peut apprendre pour différentes zones de notre image les différents masques pour focaliser, et ensuite, pour chaque zone, appliquer ce masque-là. Et on voit que du coup, on arrive à donc, sauter de zone d'effet mémoire en zone d'effet mémoire et de retrouver des images à haute résolution dans chacune de ces zones. Et on peut prendre ici une cross-section pour prouver qu'on arrive à retrouver des images à haute résolution. Ici, c'est des billes de micro. Donc, finalement, on a appliqué ce système-là pour imager des neurones à travers un crâne de souris. Donc, premier avantage du crâne de souris, c'est que c'est de la diffusion relativement statique, mais qui vont présenter des effets mémoire extrêmement faibles, de l'ordre de 10 microns. Donc, premièrement, on peut faire une image donc, sans correction. On va pouvoir choisir nos différentes cibles d'intérêt et réaliser notre optimisation itérative du front. Donc, si on choisit qu'une cible, encore, on arrive ici à augmenter l'intensité d'un neurone, à améliorer aussi la résolution de l'image, mais ailleurs, donc en dehors de l'effet mémoire, on dégrade encore plus notre système, notre signal. Donc, on peut maintenant réaliser donc, cette approche de random access où on apprend donc, sur plusieurs zones comment corriger la diffusion, et ensuite, quand on scanne, on update, on change notre masque de front d'onde en accord avec les zones d'intérêt choisies. Et donc, typiquement, on obtient ce genre de masque de face. Donc, pour conclure, je vous ai présenté une technique, je vous ai présenté des techniques de façonnage de front d'onde qui sont capables de compenser d'une certaine manière la diffusion et ce qui nous permet de refocaliser les photons diffusés. Avec les technologies actuelles et on va dire, un interfaçage rigoureux, on est capable de focaliser suffisamment rapidement pour pouvoir compenser la diffusion dynamique dans les tissus biologiques. On était capable d'implémenter une approche similaire pour imager dans des systèmes, dans des microscopes à photons. Et finalement, je vous ai présenté des solutions pour avoir des images à plus grand champ en corrigeant la diffusion induite par un crâne. Donc, nos systèmes ne sont pas encore parfaits, mais commencent déjà à avoir des belles images. Et peut-être le point le plus important pour la suite, donc, pour l'instant, on fait juste des images et l'application finale serait de faire de l'imagerie fonctionnelle. Donc, au lieu de faire des images, on veut juste s'intéresser à la fluctuation de fluorescence qui serait due à l'activité neuronale de nos cobayes. Et on voudrait sauter du coup de neurone en neurone et pour chaque neurone appliquer la correction et du coup avoir une imagerie rapide fonctionnelle à travers l'écran. Et avec ceci, je voudrais vous remercier.